Sans la proximité de la mer, la deuxième ville d'Israël n'aurait sans doute jamais vu le jour. Autrefois, Tel Aviv était le port d'accueil des Juifs de la diaspora. Aujourd'hui, le flux d'immigrés volontaires semble ne jamais vouloir se tarir. Jérusalem prie, Haïfa travaille et Tel Aviv danse, dit-on en Israël. La ville blanche fait la part belle à l'art de vivre, la créativité et l'individualité. Pour certains, les habitants de Tel Aviv vivent comme dans une bulle. Pour d'autres, ils sont assis sur une véritable poudrière. La municipalité investit toujours plus dans la sécurité. 24 heures sur 24, des bateaux patrouillent au large des côtes à la recherche d'éventuels intrus. En Israël, chaque citoyen ou presque passe par l'armée, qu'il soit croyant ou non, juif, palestinien ou immigré. Le sergent Tal ne s'inquiète pas pour l'avenir de Tel Aviv. Cette ville se développe de jour en jour, indépendamment des pays voisins. Le Liban et la Syrie au nord, l'Égypte, la Jordanie et la bande de Gaza au sud. Elle restera toujours aussi vivante, malgré tous les problèmes qui l'entourent. Le soleil se lève sur l'une des nombreuses plages de Tel Aviv. Sharon Knafo et son ami Smir accomplissent leurs ablutions rituelles. Le corps de Sharon est marqué de nombreuses cicatrices. En 2002, un kamikaze s'est fait exploser près de lui à Jérusalem. Touché par plus d'une centaine de clous, il a frôlé la mort. L'attentat m'a ouvert les yeux sur la vie. J'ai tout à coup compris qu'il n'était pas important de chercher à atteindre quelque chose, mais juste d'être, de prendre la vie comme elle vient, ici et maintenant, sans avoir d'autres ambitions dans l'existence. L'essentiel pour moi, à ce moment-là, était de sortir de l'hôpital, de vivre. Sharon est devenu un adepte de Rabbi Nachman de Bratslav, juif orthodoxe du XIXe siècle. Il a enseigné à ses disciples comment échapper au quotidien grâce à la prière et comment trouver le bonheur en s'éloignant du monde. Sharon n'éprouve aucune colère lorsqu'il repense à l'attentat. Les souffrances, les problèmes liés aux attentats et au terrorisme, tout cela nous incite en fin de compte à mieux apprécier la vie, l'endroit où nous vivons. Et au lieu de fuir, cela nous pousse à retourner à nos racines, la terre d'Israël. Sharon et ses amis animent souvent des réceptions familiales juives ou des fêtes religieuses. Leur vieille camionnette est connue dans toute la ville. Cette voiture, c'est comme mon foyer. J'en ai autant besoin que le toit d'une maison. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Non seulement elle m'aide à vivre, mais en plus, au volant, j'ai l'impression d'aider les autres à mieux vivre. Mais je peux aussi les irriter avec cette auto si ça me chante. Pour Sharon et ses amis, Tel Aviv est une scène à ciel ouvert. Lorsqu'il y a des bouchons ou qu'un feu passe au rouge, ils donnent volontiers une mini-représentation spontanée. Si je réussis à consoler un malheureux, c'est déjà beaucoup. C'est comme une ambulance qui file toute sirène hurlante.
ça dérange. Mais le but est de sauver des vies. Et Dieu soit loué, ça réjouit un tas de gens. Le modèle de Sharon, Rabbi Nachman, prêchait la simplicité dans la foi. Selon lui, lorsqu'on ne trouve aucune raison d'être heureux, il faut se réjouir au moins d'être juif. Tout le monde aspire au bonheur. Être malheureux signifie qu'on s'écarte du droit chemin. Au lieu de se faire sans cesse du souci sur comment gagner sa vie ou s'inquiéter de ce que pensent les autres, il vaut mieux cultiver la joie. Toujours. Trouver refuge dans la joie. C'est ça, vivre. Sans la joie, il n'y a pas de vie. Tel Aviv est une ville où toutes les folies sont tolérées. L'humour y est omniprésent. En hébreu, Tel Aviv signifie « colline du printemps ». La ville s'est construite sur le sable. Au moyen de coquillages trouvés sur la plage, les familles ont tiré au sort les parcelles sur lesquelles les premières maisons ont été bâties. C'était en 1909. La ville a poussé comme un champignon. Les persécutions nazies, le danger du stalinisme et les attaques dans les pays arabes ont fait de Tel Aviv un refuge pour les juifs de nombreuses nationalités. Tout en vivant dans une grande proximité, les différents groupes ont cependant tendance à rester entre eux. En Israël, l'âge moyen est de 29 ans. La concurrence et la compétitivité font rage. Pour tenir le rythme, certains s'offrent les services d'un coach. Maria Pomerantz gagne sa vie en torturant ses clients. Il y a ceux qui veulent maigrir, mais aussi des jeunes qui désirent être en forme avant de partir pour l'armée. Maria est originaire de Saint-Pétersbourg. Comme beaucoup de juifs russes, elle est venue s'établir en Israël après l'effondrement de l'Union soviétique au début des années 90. Pour elle, le plus important dans l'entraînement, c'est de croire en soi. Adopter ce mode de vie pour garder la forme et une alimentation équilibrée résulte d'un choix. Moi, je l'associe à l'amour de soi. Si on ne s'aime pas, on se fait du mal. Et s'aimer soi-même veut dire aimer les autres aussi. Lorsqu'elle fait travailler ses clients, Maria se voit comme un mélange de Vladimir Poutine et Staline. Le culte du corps à Tel Aviv semble être une obsession. C'est peut-être en partie lié à la position d'Israël, toujours sur le qui-vive, cerné par ses ennemis. Les jeunes ne sont pas les seuls à vouloir rester en forme. Dans le pays, l'espérance de vie dépasse 80 ans. À mon avis, ce qui pousse les habitants de Tel Aviv à faire du sport, c'est d'abord cette promenade magnifique. Commencer sa journée par une séance d'aérobic, s'entraîner sur la plage avant de se baigner, je le fais très souvent, c'est juste formidable. À Saint-Pétersbourg, Maria n'a pas eu une enfance facile.
J'imaginais Israël comme un pays exotique. Les palmiers, la mer, le soleil, les gens en tenue légère, les vacances perpétuelles. Mais la réalité s'avérera bien différente. Les 10 premières années, Maria vit dans la rue, dort aux arrêts de bus et mendie pour manger. C'était dur. J'avais une existence très difficile, solitaire et misérable. Parfois, je passais une semaine sans rien manger. Maria entre pour la première fois dans une salle de sport à l'âge de 27 ans. Une véritable révélation. Du jour au lendemain, sa vie est bouleversée. Musculation quotidienne, alimentation saine, mais aussi une discipline de fer lui insuffle une nouvelle confiance en elle. Aujourd'hui, les rêves qui l'accompagnaient à son arrivée sont devenus réalité. J'ai monté ma propre affaire. Je suis indépendante. Je suis mon propre maître. Je gagne bien ma vie. Je donne aux autres de l'amour et du réconfort. Je les motive et je leur transmets de l'énergie. Ça remplit ma vie. J'ai un compagnon fabuleux. Il est champion d'Europe de Jiu-Jitsu et champion d'Israël d'arts martiaux mixtes. J'ai un champion à mes côtés parce que moi aussi, je suis une championne. Tel Aviv est le paradis de la gastronomie orientale. Le marché du Carmel est considéré comme le meilleur de la ville, en raison du choix et de la fraîcheur des produits. Nanouchka Shrir a un restaurant, et tous les jours, elle se ravitaille ici avec son barman, Izzy. Qu'est-ce que c'est? C'est pour les kebabs. Ouais, c'est bon. Je cherche l'inspiration. Il m'arrive souvent d'acheter sans savoir ce que je vais faire exactement. À Tel Aviv, les amateurs de bonne chair sont exigeants et en quête de mets toujours plus raffinés. Les chefs cuisiniers sont considérés comme de véritables stars. Wow. Combien? Mais c'est beaucoup trop cher. Pourquoi ça? J'ai de l'argent, mais 700 shekels, c'est énorme. C'est de la drogue ou quoi? On n'a pas fait gaffe. 180 € pour quelques épices. Au marché du Carmel, lorsqu'on a les moyens, on peut trouver les meilleurs produits au monde. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Après la fondation d'Israël, de nombreux survivants de la Shoah ont boycotté les produits importés d'Europe. Aujourd'hui, la tendance est à la cuisine végane. Le restaurant géorgien de Nanouchka a longtemps été l'un des plus en vue de la ville, principalement pour ses spécialités carnées. Et puis un jour, tout a changé. Je suis devenue végane parce que j'ai constaté avec quelle cruauté on traitait les animaux. Avant, c'était pas visible, à l'abri des murs. Aujourd'hui, savoir que l'on ingère cette souffrance et a fortiori la servir au restaurant, ça ne profite à personne. Et à mon avis, c'est vraiment inhumain d'en être complice. Le fait de supprimer la viande de sa carte n'a pas terni la réputation de son restaurant, le Nanouchka. Aujourd'hui, les Géorgiens y célèbrent Shavuot, la fête de la terre et de la moisson, avec un repas végétalien bien sûr. Rien ne provient de l'exploitation animale. Le fromage est donc lui aussi proscrit. Nous remercions la terre pour ce qu'elle nous prodigue. Et pourtant, on avait pris l'habitude d'y servir du fromage lors de cette fête. Je ne sais pas d'où ça vient. Nous, en tout cas, nous préparons toutes sortes de spécialités de pâtisserie à base de substituts de lait. Et c'est encore meilleur. Les spécialités géorgiennes, comme le kinkali, sont farcies de tofu et d'épinards, au lieu des traditionnelles viandes et fromages.
Aucun jour de fête géorgien, fût-il célébré à l'étranger, ne se déroule sans une procession. Dans le quartier de Neve Tzedek, tous les résidents ou presque sont issus de l'immigration et personne ne s'en cache. Sur la colline du printemps, la tolérance et la curiosité sont des valeurs cardinales. Tel Aviv est une ville d'accueil. En Israël, on peut être égyptien, géorgien, russe, arménien, tout ce que vous voulez. Moi, je suis doublement bénie. Je peux être géorgienne et russe. Des exilés venus du monde entier se mélangent dans ce petit pays. C'est extraordinaire, surtout à Tel Aviv. Selon le dicton, il y a 3 saisons en Israël. L'été, l'hiver et la guerre. C'est l'alerte. Dans un des faubourgs de Tel Aviv, un bâtiment a été touché par une roquette. Bilan provisoire, 12 morts et 6 blessés. D'autres victimes pourraient se trouver sous les décombres. Les sauveteurs sont à leur recherche. En Israël, la menace est omniprésente. Mais cette fois, il ne s'agit que d'un exercice. On prépare les jeunes recrues à intervenir en cas d'urgence. Toutes les informations convergent vers le centre de crise. Une pièce équipée d'instruments ultra perfectionnés, située 3 niveaux sous terre. Grâce à un approvisionnement en air indépendant et à d'énormes stocks de nourriture, les experts réunis ici peuvent survivre pendant plusieurs mois si nécessaire. Depuis 12 ans, le chef de la sécurité David Aharoni supervise les opérations en cas d'attentat terroriste ou de catastrophe naturelle. Il est aidé par un système d'alerte précoce. Afin de ne pas perturber la vie quotidienne de la cité, Tsahal, l'armée de défense d'Israël, a mis au point un dispositif permettant de circonscrire la zone critique. En d'autres termes, des messages sont envoyés à la population concernée via la télévision, la radio et Internet pour l'informer et permettre aux autres résidents de vaquer à leurs occupations. Tous les ans, au mois de juin, Tel Aviv célèbre sa Love Parade. Lors de sa première édition en 1997, les conservateurs de tous bords, juifs, musulmans et chrétiens, ont manifesté leur mécontentement d'une seule et même voix, faire Harissim. 20 ans plus tard, cette parade débridée attire des visiteurs venus du monde entier. Les forces de sécurité sont en état d'alerte. Ce genre de rassemblement est synonyme de risque d'attentat élevé. Au 11e étage d'un hôtel situé en bord de mer, une suite a été réquisitionnée. Toutes les informations fournies par les différentes forces de l'ordre sont rassemblées dans ce centre de commandement de police. Pour David Aharoni, la Love Parade est l'un des nombreux événements qui font désormais partie de l'identité de sa ville. Tel Aviv est hétérogène. Juifs, musulmans, chrétiens, riches, pauvres, religieux et laïcs y cohabitent. Il existe ici une très grande diversité. Nous voulons juste que tout le monde trouve la paix et la tranquillité, que chacun puisse s'exprimer et vivre comme il l'entend. Un message d'alerte a été reçu. Rien n'est encore sûr, mais il semblerait que 2 femmes armées de couteaux déambuleraient dans la foule. Une Palestinienne et une Américaine. David Aharoni est lui aussi à leur recherche. Malgré les regards affûtés et les innombrables caméras de sécurité, trouver 2 terroristes présumés dans une telle foule est d'une grande complexité.
Des physionomistes professionnels sont également sur la brèche. L'an dernier, une jeune fille de 17 ans a été poignardée par un juif orthodoxe lors d'une manifestation similaire à Jérusalem. Dans ce contexte, il existe un grand nombre de dangers, de l'intérieur comme de l'extérieur. Il y a la menace terroriste, mais aussi les provocations de la part de ceux qui n'apprécient pas ce genre d'événements. Et au milieu, il y a nos concitoyens. Il est important d'instaurer un climat de sécurité pour qu'ils puissent faire tranquillement la fête et que la vie continue. Les deux suspects resteront introuvables. Doraya Avita Koncepolski est créatrice. Elle a grandi près de la plage. Comme beaucoup d'habitants de Tel Aviv, elle fait abstraction de cette menace permanente. Je ne regarde pas les JT et je lis très peu les journaux pour pouvoir me lever de bonne humeur le matin, sans penser aux horreurs qui nous guettent. Comme beaucoup d'artistes, Doraya a installé son atelier à Jaffa, où les tensions ont toujours été vives entre juifs et arabes. Jaffa est l'un des plus vieux ports du monde. Les plus anciens vestiges découverts remontent à 3500 avant Jésus-Christ. L'histoire de ces ruelles évoque les Phéniciens et l'apôtre Pierre, les sièges des croisés, puis ceux de Napoléon. Les conflits entre juifs et musulmans restent d'actualité, même si aujourd'hui à Jaffa, l'ambiance est plutôt paisible. L'essentiel pour moi, ce sont les gens. Peu importe d'où ils viennent, quelles sont leurs croyances. Je vis en paix avec eux. J'achète et je mange chez eux, comme n'importe où ailleurs. Un jour, Doraya a ressenti le besoin de voir du pays et elle a décidé de partir étudier en Australie. Mais très vite, le mal du pays l'a rattrapée et elle a réalisé qu'elle ne pouvait vivre qu'à Tel Aviv. Beaucoup de gens en Israël pensent que c'est mieux ailleurs, que la plage y est plus belle. Plus jeune, Doraya a pratiqué la natation à haut niveau. Elle vit dans le port à bord d'un voilier. Dans sa vie, tout tourne autour de la mer, d'où les motifs marins que l'on retrouve souvent dans ses créations. Enfant, j'avais peur des poissons. Et pour cette raison, j'appréhendais de me baigner. Paradoxalement, ils me fascinent. J'aime les observer, les étudier. Ils font partie aujourd'hui de ma vie. Même si Tel Aviv est issue de Jaffa et que les deux villes n'en font qu'une aujourd'hui, elles sont l'antithèse l'une de l'autre. Jaffa est orientale et traditionnelle. Tel Aviv est jeune, urbaine et dynamique. La ville ne cesse de s'agrandir. Aux 400 000 habitants s'ajoutent au moins 80 000 chiens. Et la tendance est à la hausse. À Tel Aviv, les habitants passent volontiers le Shabbat à Dog Beach. Puis direction le stand de lavage canin entièrement automatisé, sur fond de musique classique, avec pour finir un programme après shampoing. Pour les chiens dont les maîtres travaillent, Dog TV diffuse des programmes de divertissement spécialement conçus pour Médor. Reste un problème qu'Adi Barnea a su résoudre. Les chiens doivent aussi sortir parfois. Adi a fait son service militaire dans une unité spéciale de chiens détecteurs d'explosifs, avant d'étudier le droit.
Mais il n'a finalement pas voulu épouser la carrière d'avocat. Il s'est essayé à plusieurs métiers, notamment l'impression de journaux. À un moment, je n'ai plus su ce que je devais faire de ma vie. Alors je me suis demandé en quoi j'étais doué, quel métier je pourrais exercer pour gagner ma vie, qui ferait sens pour moi et où je prendrais aussi du plaisir. Les chiens. Adi a fondé Dogmen, une société de services entièrement axée sur l'univers du chien. Dogmen emploie 18 personnes et son fichier compte pas moins de 500 chiens. La prise en charge est individuelle. Promenade au parc, visite chez le vétérinaire ou le toiletteur, mais aussi dog-sitting à domicile. Dogmen propose un éventail de services complets pour environ 20 € de l'heure. Beaucoup de clients appartiennent à l'élite économique israélienne. Le service que nous fournissons coûte cher. Mais pour notre clientèle, l'argent ne compte pas. Ils veulent juste que l'on s'occupe au mieux de leur animal. Ce que nous faisons. Nous allons observer les signes d'agressivité. Quand vous voyez un chien comme ça, il veut signifier qu'il n'est pas bien. Si vous le cherchez, il va vous mordre. Et là, c'est juste un petit chien. Celui-ci montre ses dents. C'est l'étape suivante, le dernier avertissement avant la morsure. Si vous voyez ça, c'est que ça va faire mal. Une formation sur les dangers qui accompagne la vie de propriétaires de chiens. Le but est d'apprendre à interpréter le langage corporel de l'animal. Ce chien manifeste qu'il ne veut pas être touché et qu'il n'est pas à l'aise. Regardez, il tente de l'éviter. Regardez ses yeux. S'il était humain, il dirait « Va-t'en, va-t'en ». Dans son entreprise, Adi est le seul Israélien de naissance. Dogmen n'embauche pratiquement que des personnes fraîchement immigrées. Ne parlant pas encore hébreu, elles ont souvent du mal à trouver du travail. Ce job leur permet de découvrir le pays et la ville à pied. Les nouveaux immigrants croient à la valeur travail. Et puis ils n'ont pas besoin de parler hébreu avec un chien. Cet emploi leur convient et à nous aussi. Alors tout le monde est gagnant. Le travail des dogmen repose sur la confiance. Ils ont accès au logement des propriétaires et sont responsables de leurs compagnons à quatre pattes. Moshiko, un pitbull borgne, avait la réputation d'être agressif et d'être un chien à problème. Mais depuis qu'Eva, récemment débarquée d'Autriche, l'emmène régulièrement au parc, Moshiko est devenu un joyeux compagnon. C'est un chien dont il faut d'abord gagner l'amour et le respect. À part ça, il accepte les règles. Je dirais même qu'il en a besoin. Surtout étant donné sa race. Mais c'est un brave toutou. Un vrai nounours qui adore les câlins. Pour prouver que le chien passe réellement un bon moment au parc, les accompagnateurs envoient à chaque sortie une photo au maître et Adi en reçoit une copie. Adi se rend à Ramat HaRayal, la Silicon Valley de Tel Aviv. Israël soutient activement la création de start-up. Les jeunes Israéliens reçoivent une excellente formation en informatique pendant leurs 3 années de service militaire. Ici, ils trouvent des emplois bien rémunérés. Adi a rendez-vous à The Time, un laboratoire d'idées dans le domaine de la vie connectée. The Time est un incubateur pour de lucratives start-up. Sous la direction d'Uri Weinheber, 40 entreprises numériques sont dotées d'un capital de départ, puis lancées. Dans l'un des laboratoires, des spécialistes assemblent un appareil censé révolutionner le comportement de l'humain et du chien. Ogi, c'est son nom, établit des profils de mouvement. Mus par un instinct ancestral, les chiens s'efforcent de cacher leur maladie.
pour ne pas être une proie trop facile pour leurs ennemis dans la nature. Ogi doit rendre les modifications de leurs mouvements reconnaissables aux yeux de leur maître. Cet appareil s'adapte à n'importe quel collier, comme celui-ci. Il est facile à fixer et à porter. Dans le bureau d'Uri Weinheber, Yorni, l'inventeur d'Ogi, présente son système de détection précoce. Avec cette puce, nous analysons les algorithmes à différents moments, ce qui donne comme résultat les séquences suivantes. Flairer, se gratter, aboyer, secouer la tête, position statique. Peut-on déceler si un chien boite? Oui. Avec ce système, nous renseignons les algorithmes. Nous avons échantillonné des milliers de chiens que nous avons filmés. Comme vous le voyez là pour ce chien, l'algorithme sait reconnaître qu'il marche, par exemple. Aujourd'hui, je vois tant de chiens que l'on diagnostique trop tard. Qu'il s'agisse d'affections chroniques ou incurables comme le cancer. Je pense qu'une puce comme Ogi pourrait sauver bien des vies. Bien sûr, il y a des intérêts économiques. Les propriétaires de chiens devront se rendre plus souvent chez le vétérinaire. Au cours de l'année écoulée, nous avons reçu à notre grande satisfaction des dizaines de milliers de commandes de la part d'entreprises vétérinaires leaders dans le monde. Et je pense que d'ici quelques mois, ce produit sera commercialisé sur le marché européen. Le paysage urbain de Tel Aviv est un mélange de différents styles architecturaux, pas toujours très harmonieux, mais bien cachés, se trouvent aussi de véritables perles. Dans les années 1930, des architectes du Bauhaus ayant fui l'Allemagne nazie ont bâti ici 4000 édifices d'une sobre élégance. Plus ou moins bien entretenus, ils appartiennent aujourd'hui au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. La place Dizengoff a longtemps été considérée comme le cœur de la ville blanche. 6 boulevards convergent à ce carrefour, orné en son centre d'une fontaine, avec des endroits ombragés où s'asseoir. Dans les années 1970, contre l'avis de nombreux citoyens, un tunnel est aménagé pour réduire les embouteillages et la place est surélevée de plusieurs mètres. Pour l'architecte Yael Moria, ce concept a fait son temps. C'était la mode à l'époque. On séparait les véhicules des piétons pour que les voitures puissent rouler plus vite et pour garantir la sécurité des piétons. D'où cette séparation. Mais du coup, nous avons hérité d'un monde souterrain. La place doit se refaire une beauté et redevenir un lieu emblématique de Tel Aviv. Pour cela, Yael entend la rabaisser de 5 mètres. Piétons et automobilistes se retrouveront ainsi au même niveau. Mais pour l'architecte, ce réaménagement n'implique pas qu'une simple réorganisation du trafic. Il faut redonner à cet endroit la sensation du coucher de soleil. L'heure entre chien et loup est un moment très important dans cette ville. Et avec le bon éclairage, j'espère pouvoir rendre, entre autres, la mer, le soleil couchant et le crépuscule à ce carrefour. Yael veut que les habitants de la ville aient l'impression de vivre ensemble dans un même salon. À ses yeux, le principal défi est l'absence d'une histoire culturelle commune à tous. Tel Aviv est belle dans sa laideur. La laideur fait partie intégrante de la beauté. Lors des réunions avec la direction départementale de l'équipement, nous nous inspirons pour chaque projet de Paris, Bruxelles, Londres. Je n'ai pas le sentiment que nous ayons une identité claire. Mais c'est précisément cette absence d'identité qui caractérise Tel Aviv. Les graffitis présents un peu partout dans la ville reflètent bien l'angoisse liée au terrorisme. Dédé est l'une des stars de la scène artistique locale. Il se considère comme un touriste urbain. À l'instar de nombreux artistes de rue,
Il ne souhaite pas être reconnu. Il faut dire que son art flirte souvent avec l'illégalité. Mon art est une fuite, le moyen d'échapper à tout. C'est comme une thérapie que mon corps, mon cerveau, aurait trouvé pour alléger les tensions et résoudre les problèmes. D2 a un surnom, Band-Aid, le pansement. On retrouve sa marque de fabrique un peu partout dans la ville. Disons que c'est un signal très israélien, qui évoque un problème et une solution provisoire. C'est très israélien de mettre un pansement sur une plaie, en espérant avoir résolu le problème. Les sujets choisis par D2 renvoient à l'identité et au détachement, à la solitude et à la fuite. Depuis peu, ses œuvres sont exposées dans le monde entier. La municipalité de Tel Aviv lui passe même des commandes. Dans son studio du quartier de la Florentine, il travaille sur un nouveau tableau pour sa série d'animaux faits de bois. Ils servent de moyen de locomotion pour se transporter ailleurs. Et parfois, on peut voir à travers les animaux et les oiseaux, au-delà des lamelles de bois, des bâtiments et des cités entières. Un peu comme une ville ambulante capable de se déplacer en volant. Dans la même thématique, on retrouve deux béliers. Ils symbolisent le conflit entre Israéliens et Arabes. Cette œuvre, l'artiste l'a intitulée « La Terre promise ». D2 a grandi à Tel Aviv et connaît la ville comme sa poche. Il trouve souvent son inspiration dans l'actualité. Sur le Dolphinarium, par exemple, une discothèque détruite lors d'un attentat suicide en 2001, il a peint la gueule dévorante de la terreur. Sel, vent et pluie ont terni les couleurs. Cette œuvre date de l'année dernière, mais on dirait qu'elle a 10 ans. Son caractère éphémère correspond à la fragilité de la vie. Il faut agir aujourd'hui, car demain nous ne serons peut-être plus là. Hier, il y a eu 2 nouveaux attentats, et 3 victimes sont décédées cette nuit. Ce qui se passe ici incite à profiter du moment, car on ne sait pas ce qui arrivera demain. משפיע על זה כדי שתרגיש שאתה צריך לנצל כל יום, כי אתה לא יודע איפה תהיה מחר. Parfois, quelqu'un m'interpelle, mais je ne remarque rien. Je suis quelque part, là-haut, absorbé par mon travail. C'est comme une méditation qui me vide la tête. Ces oiseaux symbolisent la liberté. Ils peuvent à tout moment se retrouver ailleurs, s'envoler, migrer. Ils peuvent être un jour au sud, un jour au nord, un jour dans un autre pays. Sur le plan conceptuel en tout cas. Grâce à un ensoleillement exceptionnel et à une économie au beau fixe, le flot de nouveaux arrivants ne tarit jamais à Tel Aviv. On y vit dans une bulle presque hyperactive et festive. C'est le grand soir. On s'apprête à sacrer les meilleurs bodybuilders. Il faut s'armer de patience. L'attente met les nerfs des candidats à rude épreuve. Maria n'a rien mangé depuis plusieurs jours. Ces dernières heures, elle s'est même privée d'eau pour paraître à son avantage.
C'est super stressant de s'exhiber sur scène vêtu d'un minuscule bikini devant un public qui va me juger sur mon physique. Mais cette année, je sens que je vais gagner. Maria a vu juste. Elle est sacrée grande championne. La ville qui ne dort jamais. Un autre des surnoms donnés à Tel Aviv. La plus branchée des cités du Proche-Orient, où les nuits blanches s'enchaînent. Si chacun tient tellement à vivre dans l'instant présent, c'est sans doute en raison de la situation unique de Tel Aviv et de la menace qui pèse en permanence sur elle. Le restaurant géorgien Nanouchka finit invariablement ses soirées en dansant sur les tables. Pourquoi est-il si important de célébrer la vie? Parce que la vie est trop courte et pleine de problèmes, et que la mort est là, si proche. Alors il faut célébrer la vie, comme si chaque jour était le dernier.